Avec son clin d'œil et vous allez le manquer, le retour en Grande-Bretagne s'efface déjà de la mémoire publique, même le prince Harry doit réaliser qu'il n'est plus lapin up royal qu'il était autrefois. Au lendemain de sa seule apparition au Jubilé de Platine, au cours de laquelle il a été hué sur les marches de Saint-Paul, un récent sondage YouGov a montré que près des 2/3 des Britanniques avaient une perception négative de lui. Quoi ensuite? Face à ce niveau de résistance, Harry doit se demander si cela vaut la peine de rester à Frogmore Cottage alors que les chances de déménager à plein temps en Grande-Bretagne semblent de plus en plus sombres. Une possibilité jusqu'à présent non évoquée dans ses conversations avec Oprah Winfrey et d'autres amis des médias américains est qu'il pourrait simplement abandonner, non seulement sa place dans la famille royale, mais sa citoyenneté britannique. Après tout, il aime le style de vie californien et la couverture médiatique non critique qu'il reçoit là-bas. Le soleil, le polo, les amis stars de cinéma, le tapis rouge occasionnel. N'ayant plus rien à perdre, pourquoi ne pas devenir un Américain à part entière? Curieusement, c'est exactement le même dilemme auquel son arrière-grand-oncle a été confronté il y a près de 80 ans après que le roi Édouard VIII a quitté la vie de palais en 1936 pour l'amour d'une divorcée américaine et est devenu le duc de Windsor. Les parallèles avec Harry sont bien documentés. La première année d'exil de l'ancien roi a été passée à parcourir l'Europe à la suite de son mariage en 1937 avec Wallis Simpson, y compris ce voyage notoire en Allemagne nazie. Au début de la guerre, on lui confia un rôle militaire nominal auquel il était totalement inadapté. Alors pour le mettre à l'écart, il a été nommé gouverneur des Bahamas, un archipel délabré des Caraïbes très éloigné de la destination glamour qu'il est aujourd'hui. Le seul bonus était sa proximité avec le continent américain, à seulement 200 miles. C'est ainsi qu'a commencé l'amour de toute une vie du duc pour tout ce qui est américain. Malgré des instructions strictes pour rester à la maison du gouvernement à Nassau pendant son affectation en temps de guerre, dans les 6 mois, le duc et la duchesse étaient à Miami, leur excuse fragile étant une dent bancale qui devait être réparée. Quatre mois plus tard, ils étaient de retour, défiant à nouveau les ordres, cette fois en tant qu'invités des citoyens super riches de Palm Beach, un équivalent en temps de guerre de Montecito, cette soi-disant enclave raréfiée qui accueille actuellement Harry et Meghan. Un habitant de Palm Beach des années 1940 l'a décrit ainsi: « Tous les hommes ont hérité de la richesse et aucun d'eux ne travaille. La plupart jouent au tennis et au golf et vont au casino du colonel Bradley. Tout le monde reste debout jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, personne ne se couche, ils retournent chez quelqu'un et vont nager et prendre le petit déjeuner. Vous ne sauriez pas qu'il y a une guerre. » Dans la station balnéaire de Floride, les Windsors ont été capturés comme possession de prix par l'hôtesse multimillionnaire Jessie Donahue, fille de F.W. Woolworth, fondateur de la chaîne de magasins Five & Dime. Pendant la décennie suivante, les Windsor ont effectivement vécu de sa générosité. C'était il y a une vie, mais certaines choses dans la société américaine ne changent pas, et cela inclut l'attrait snob de se lier d'amitié avec la royauté.
Harry et Meghan, vivant la belle vie dans leur propre version de Palm Beach, peuvent s'attendre à un niveau de patronage similaire s'ils choisissent d'y rester. Le duc de Windsor a aspiré aux riches Américains à cause de sa peur d'être pauvre, et qui peut dire, si la caisse enregistreuse du château de Windsor se ferme alors que la prochaine génération royale resserre son emprise, que Harry ne suivra pas? Mais surtout, si est ce qui s'est passé ensuite dans la vie du duc de Windsor dont Harry devrait se méfier. Au cours de la 3e année du mandat de gouverneur du duc, une histoire explosive a éclaté dans un important journal de New York. Il a été écrit par Cornelius Vanderbilt IV, membre de la célèbre famille Richlist qui, contrairement à ses relations oisives, était un auteur accompli, journaliste et éditeur à part entière. Vanderbilt a écrit qu'il avait appris d'une source irréprochable que le duc avait présenté sa démission en tant que gouverneur et tentait de devenir citoyen américain. C'était au début de 1943, lorsque les espoirs de la Grande-Bretagne de gagner la guerre étaient encore très fragiles. Le travail du duc de diriger le protectorat britannique était censé durer au moins jusqu'à la fin des hostilités, et les paroles de Vanderbilt ont tout naturellement envoyé un frisson dans le dos des responsables de Buckingham Palace et de Whitehall. C'était un peu de la trahison. La raison de cette décision bouleversante de quitter le navire, selon Vanderbilt, était que la duchesse détestait la chaleur et la province des Bahamas et était prête à s'enfuir, avec ou sans son mari. Le duc était apparemment disposé à abandonner son poste, une infraction devant la cour martiale en temps de guerre. Tout aussi important du point de vue de la famille royale, prendre la citoyenneté américaine serait une trahison de son puissant héritage, une répudiation sordide de 1000 ans de monarchie en Grande-Bretagne et un coup dur pour la réputation mondiale de la maison de Windsor. L'Amérique, sa décision le signalerait, est un meilleur endroit pour vivre pour un prince royal que son propre pays. Et malgré l'énormité de cette trahison, et le fait qu'elle ait été rendue publique, la tentation de démissionner demeure. Les États-Unis, alors comme aujourd'hui, étaient un endroit où vivre moins cher. Les taxes étaient plus basses, tout comme elles le sont aujourd'hui, le sens était bon marché et le coût de tout, d'une voiture à un hamburger en passant par un timbre-poste, était considérablement inférieur. De plus, le dilemme personnel auquel le duc de Windsor a été confronté en 1943 est presque exactement le même que celui auquel le prince Harry est confronté en 2022. Le duc avait cru qu'après la fin de l'agitation autour de son abdication, il reviendrait en Grande-Bretagne et mènerait la vie d'un royal senior, aimé et admiré comme il l'avait été à l'époque où il était prince de Galles. Bientôt, il devait découvrir que son frère, maintenant le roi réticent George VI, ne le voyait pas de cette façon. Pendant le jubilé de platine de la reine, nous avons vu l'histoire se répéter, Harry et Meghan retournant en Grande-Bretagne pour se retrouver pris au dépourvu par le prince William et d'autres membres de la famille. Le mari au franc-parler de Zara Phillips, Mike Tyndall, aurait décrit Harry comme un bend. Dans les années 1940, le duc de Windsor a commenté « Quel genre de parents suffisants et plus en sont ?» Est-ce que Harry, dans sa retraite californienne, ressent maintenant la même chose? Est-il prêt, comme son arrière-arrière-oncle, à quitter le navire?
Ce qui m'intéressait, en tant qu'historien royal, CIST pourquoi la presse britannique n'a jamais suivi le scoop historique de Cornelius Vanderbilt. Certes, l'écrivain avait les contacts pour lui fournir ce genre d'informations à haut indice d'octane. Sa cousine Alice Kiki Preston avait été la maîtresse notoire du frère cadet du duc, George, duc de Kent. Une autre cousine, cette fois par alliance, était Joséphine Foxy Gwynne, l'une des amies les plus proches de la duchesse de Windsor, qui était mariée au comte de Sefton, ami du duc et seigneur en attente lorsqu'il était roi. Vanderbilt était également proche de David Bowes-Lyon, le frère cadet de la reine Élisabeth, qui deviendra plus tard la reine-mère. Il savait donc de quoi il parlait. Mais, embourbée dans les profondeurs de la guerre, la Grande-Bretagne ne devait jamais apprendre la trahison planifiée du duc de Windsor. Pas un seul journal britannique n'a suivi le scoop de Vanderbilt. Et voici pourquoi. En 1912, à l'approche de la Première Guerre mondiale, le gouvernement britannique a introduit la dénotice, un système de bâillonnement pour garantir que les journalistes ayant accès à des informations importantes ne mettraient pas en danger la sécurité nationale en les publiant. Les éditeurs ont été informés de manière efficace de ce qu'ils pouvaient et ne pouvaient pas imprimer dans l'intérêt national. En 1943, l'idée que l'ex-roi puisse déserter son poste et abandonner sa nationalité en pleine guerre serait extrêmement préjudiciable au moral national si jamais elle se révélait. Et donc pas un mot ou un indice du scoop de Vanderbilt n'est apparu dans journaux britanniques, ou dans les nombreuses biographies du duc et de la duchesse de Windsor qui se sont succédé depuis. L'histoire avait été tuée comme une pierre. Et là, il est resté enterré, jusqu'à ce que je découvre que c'est David Bowes-Lyon qui a informé Vanderbilt du plan du duc, et pourquoi. L'histoire forme la base de mon dernier roman royal, Betraying the Crown, écrit sous mon pseudonyme T.P. Fildan. Peut-être que le prince Harry devrait le lire alors qu'il se demande s'il doit se débarrasser de son héritage et commencer une nouvelle vie en tant que citoyen américain. Cela pourrait l'aider à se décider. Betraying the Crown de T.P. Fildan, Thomas et Mercer, 8 livres et 99 pence, est maintenant disponible. Pour les frais de livraison gratuits au Royaume-Uni sur les commandes supérieures à 12 livres et 99 pence.